Née dans une immense richesse et un privilège, elle semblait destinée à une vie de confort et d'élégance. Cependant, sous le vernis doré de son existence, se cachait un voyage tumultueux, marqué par des aventures scandaleuses, des errances agitées et une quête désespérée de sens. Après avoir perdu sa mère à un jeune âge, la vie d'Edwina fut un tourbillon vertigineux de fêtes éclatantes de la haute société, d'amants secrets et d'une profonde solitude que l'argent ne pouvait jamais guérir. Son mariage avec la noblesse ne fit qu'amplifier le drame, car son union avec Louis Mountbatten, lui-même non étranger aux controverses, se déroula dans un secret de polichinelle d'infidélité et de relations passionnées qui scandalisèrent la société britannique, suscitant la colère du roi et de Winston Churchill. Pourtant, au milieu du chaos de sa vie personnelle, Edwina trouva des moments de signification profonde et de courage, particulièrement pendant les années tumultueuses de la Seconde Guerre mondiale et la partition historique de l'Inde. Son histoire est celle de contrastes marqués, d'opulence et de désespoir, de fidélité et de trahison, d'amour et de perte, peinte sur fond des événements les plus cruciaux du XXe siècle. Rejoignez-nous cette semaine, alors que nous plongeons dans la vie d'une femme qui navigua les mers tumultueuses de son destin avec une grâce qui masquait la tempête intérieure. Edwina Ashley, née dans une immense richesse et un privilège, semblait destinée à une vie de confort et d'élégance. Son père, Wilfred, était un député conservateur distingué, et sa mère, Maud, était la fille adorée de Sir Ernest Cassel, l'un des hommes les plus riches de Grande-Bretagne. Malgré le cocon de luxe qui l'entourait, l'enfance d'Edwina fut marquée par la solitude et l'abandon. Ses parents, absorbés par leur propre vie, consacraient peu de temps à elle ou à sa sœur Mary. La tragédie frappa lorsqu'Edwina n'avait que 11 ans, sa mère succombant à la tuberculose. Cette perte laissa un vide immense, bientôt comblé par une nouvelle belle-mère, Molly, une femme de 20 ans plus jeune que son père et plus proche en âge d'Edwina. L'indifférence de Molly envers les filles était palpable, considérant Edwina comme une simple gêne. Elle l'envoya rapidement dans un pensionnat. Là, la misère d'Edwina s'aggrava, tandis qu'elle endurait les moqueries implacables de ses camarades de classe, et l'enfant vive et spontanée trouva la routine rigide de l'école étouffante. Dans une supplication désespérée, Edwina écrivit à son grand-père maternel. « S'il te plaît, emmène-moi loin d'ici, cher grand-père, si tu m'aimes. » Sir Ernest Cassel, un phare de chaleur dans sa vie, répondit avec affection et la prit sous son aile à Brookhouse, la maison la plus magnifique de Mayfair. La maison témoignait de sa richesse, avec tant de domestiques qu'une était employée à temps plein uniquement pour s'occuper des vases de fleurs. Sir Ernest Cassel, un banquier juif allemand, qui avait acheté la propriété de Mayfair pour se distancier de ses racines immigrées et courtiser l'aristocratie, avait une passion pour les courses de pur sang. Il était devenu le conseiller financier du prince de Galles, le futur Édouard VIII, après l'avoir rencontré lors d'une course. Sous l'aile de Cassel, Edwina prospéra, jouant les hôtesses lors de ces grandes fêtes auxquelles assistaient l'aristocratie et les familles les plus riches du monde. C'est dans cette sphère sociale éclatante qu'elle se lia d'amitié avec Gloria Vanderbilt et, lors d'une fête organisée par les Vanderbilt, rencontra son futur mari, Louis Mountbatten, surnommé affectueusement Dickie, marquant le début d'un roman et d'un mariage. Dickie, lié à presque tous les monarques et princes d'Europe, était l'arrière-petit-fils de la reine Victoria et le filleul de cette même figure royale. Plus tard, son petit-fils Philippe épouserait la reine Élisabeth II, avec Dickie et le roi George jouant secrètement les entremetteurs, s'assurant que Philippe escorte Élisabeth, alors âgée de 13 ans, lors de sa visite au Collège naval royal. La rencontre d'Edwina et de Dickie marqua le début d'un roman vertigineux. Cependant, leur cours fut assombri par une tragédie. Le père de Dickie
mourut le 11 septembre 1921. Et seulement 10 jours plus tard, le 21 septembre, le cher grand-père d'Edwina décéda, la laissant l'héritière la plus riche du monde. 10 mois plus tard, en juillet 1922, Edwina Ashley et Louis Mountbatten se marièrent à St. Margaret's, où 8000 spectateurs enthousiastes se rassemblèrent bien sur la place pour assister à l'union. Le prince de Galles fut le témoin et le roi George honora la cérémonie de sa présence. Leur lune de miel fut un voyage opulent de 6 mois autour du monde. En Espagne, ils furent les invités d'honneur du roi Alphonse et de la reine Victoria Eugénie. À Manhattan, les Vanderbilt leur déroulèrent le tapis rouge. Et à Hollywood, ils se mêlèrent à l'élite du spectacle, dont Mary Pickford et Charlie Chaplin. La vie dans la haute société. De retour à Londres, l'immense fortune d'Edwina et son pédigree noble propulsèrent les jeunes mariés dans la stratosphère de la haute société, les couronnant comme le couple emblématique des années 1920. Leur maison devint un sanctuaire pour l'élite, avec des personnalités telles que Charlie Chaplin, Noel Coward, Winston Churchill, Douglas Fairbanks Jr., le prince de Galles et Mrs. Simpson parmi leurs invités fréquents. En surface, leur mariage semblait l'incarnation de la perfection. Mais sous l'extérieur poli, ils partageaient peu d'affinités véritables. Le cœur de Dickie appartenait à la mer et au plaisir de la belle vie. Une passion si intense que, en tant que premier lord de la mer, il conçut sa chambre pour ressembler à une cabine de bateau. Edwina, élevée dans le luxe, était immunisée contre ses séductions et se sentait agitée et insatisfaite. Au début, leur mariage fut marqué par une connexion physique fervente. Louis surnommant affectueusement les seins de sa femme, Matt et Jeff, d'après les médailles de campagne des soldats de la Première Guerre mondiale. Ils accueillirent 2 filles dans leur vie. Mais lorsque Louis reprit ses fonctions navales, Edwina plongea dans le monde éclatant des boutiques Chanel, des parties de bridge et des danses de Charleston qui se prolongeaient jusqu'au petit matin avec des compagnons comme Fred Astaire. Malgré cette façade glamour, un vide rongeait l'esprit d'Edwina. Un ami observa. Pour Edwina, il manquait toujours quelque chose. Elle ne savait pas ce que c'était ni où cela se trouvait, mais elle était déterminée à le trouver. Les amants et les scandales. Dans sa quête de satisfaction, Edwina chercha réconfort et excitation dans les bras de nombreux amants, tissant une tapisserie de romances et de scandales qui deviendrait légendaire. Bien qu'elle adorât ses filles, après la naissance de Patricia, Edwina confia à son journal « Une petite fille divine, trop excitante, trop douce », pour ensuite confier son éducation à des nourrices et s'échapper dans l'éclat tourbillonnant du sud de la France. Son esprit affûté comme une lame et sa personnalité vibrante se heurtaient aux contraintes imposées par son genre et sa position sociale, la laissant agitée et insatisfaite. Elle entretenait plusieurs amants à la fois, leur présence étant un secret mal gardé au sein de son cercle intime. Une occasion particulièrement chaotique illustre cela. Une domestique de sa maison de Mayfair était désespérée lorsque Edwina revint en courant d'une expédition de shopping pour trouver 5 gentlemen visiteurs qui l'attendaient. La domestique rapporta « Monsieur Gray est dans la salle à manger. Monsieur Sanford est dans la bibliothèque. Monsieur Phillips est dans le boudoir. Monsieur Portago est dans le salon. Et je ne sais tout simplement pas quoi faire avec Monsieur Molinox. » Le cercle intime de son mari surnommait les amants d'Edwina, les Jinx d'Edwina. L'une des aventures les plus longues et émotionnelles d'Edwina fut avec Bonnie Phillips. Dans un tourbillon de passions entrelacées, Dickie non seulement se lia d'amitié avec Bonnie, mais entama également une liaison avec Joe Lalligollear, qui était simultanément impliqué avec Bonnie Phillips. Fait notable, lorsque Dickie atteignit l'âge de 60 ans, il eut une liaison avec la fille de Jola, Maxine, qui n'avait que 18 ans. Les archives du FBI
suggèrent que certains amants étaient à partager entre Edwina et Dickie, et que Dickie eut de nombreux amants masculins, dont certains étaient mineurs. Leurs enfants, privés d'une éducation parentale, vivaient dans un luxe matériel, mais dans un abandon émotionnel, avec un père en mer et une mère errant sans relâche à travers le monde. Leur principal compagnon lors de ces voyages était souvent Bernie Phillips, que les enfants appelaient oncle et considéraient comme un second père. Malgré l'absence de présence parentale, les enfants recevaient des cadeaux somptueux et jouaient avec un train miniature en argent massif. Ils possédaient une collection d'animaux exotiques, un lionceau, une mangouste et une paire de wallabies qui se nourrissaient de barrettes et n'étaient jamais dressés pour faire leurs besoins. À une occasion, Edwina emmena les enfants pour une tournée continentale, les laissant dans un hôtel hongrois avec une gouvernante, avant de disparaître pendant des mois. Lorsqu'elle décida enfin de les récupérer, elle ne se souvenait plus du nom de l'hôtel. Après avoir retracé ses pas, elle finit par les retrouver. Plus tard, Mountbatten admit « Edwina et moi passions la majeure partie de notre mariage à nous glisser dans les lits d'autres personnes. » Le scandale avec Leslie Hutchinson. Après l'un des voyages transatlantiques d'Edwina, qui mit les commères américaines en émoi, car on murmurait qu'elle ruinait le mariage de Douglas Fairbanks et Mary Pickford, le couple parvint à un accord pragmatique. Ils maintiendraient à des lits séparés, mais resteraient des amis profondément engagés, s'efforçant d'être discrets. Cependant, cette discrétion fut de courte durée. La liaison la plus scandaleuse, relatée dans son journal, fut avec Leslie Hutchinson, un pianiste de cabaret bisexuel des Antilles, le prototype de Jack Ross dans Downton Abbey. Charmée par sa performance, Edwina, assise dans le public avec son mari et le prince de Galles, tomba sous le charme. Lors d'un autre concert, elle ôta audacieusement son écharpe de gaze, l'enroula autour de lui et l'embrassa passionnément. Son affection pour lui se manifesta par des cadeaux somptueux. Une boîte à cigarettes en or, une bague à cachet ornée de son blason, et même une coquille incrustée de diamants de chez Cartier. Leur liaison passionnée prit fin abruptement lorsqu'un journal insinua qu'une femme hautement connectée et immensément riche entretenait une liaison extra-conjugale avec un homme de couleur. Le roi George, alarmé par le scandale potentiel, ordonna à Edwina de mettre fin à cette liaison. Ils poursuivirent le journal pour diffamation et gagnèrent, probablement grâce à des négociations en coulisses. Initialement dédaigneuse de l'impact de la Seconde Guerre mondiale, déclarant qu'elle sacrifierait 2 morceaux de sucre et peut-être renoncerait au chocolat et à se vernir les ongles des pieds, la perspective d'Edwina changea radicalement au fil de la guerre. Elle trouva un profond sens du devoir et s'impliqua activement dans l'ambulance de Saint-Jean, fournissant une aide médicale et organisant des services de soins infirmiers. Elle visitait des abris anti-aériens et des hôpitaux, menant des campagnes pour collecter des articles indispensables à l'effort de guerre. Son dévouement et son travail acharné lui valurent le titre de « Dame Grande Croix de l'Ordre Vénérable de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem ». Malgré son travail, elle trouvait encore du temps pour de nombreuses liaisons, dont une avec Bill Paley. Son odyssée atteignit un point culminant dramatique en 1947, lorsqu'elle se retrouva impliquée dans un moment crucial de l'histoire. Après que la reine Élisabeth II eut épousé le neveu de Lord Mountbatten, le prince Philippe, le gouvernement d'Atley nomma Mountbatten dernier vice-roi de l'Inde. Sa tâche était de rendre la perle de longue date de l'Empire britannique à son peuple. Lorsqu'Edwina et Louis atterrirent à Delhi, l'Inde était en proie aux convulsions de la partition du Pakistan et le sentiment anti-britannique, mêlé de suspicion, était profondément ancré, même parmi leurs contacts de la haute société. C'est alors qu'Edwina surprit tout le monde, déployant tout son charme et gagnant la confiance de tous. Elle était presque meilleure avec les femmes qu'avec les hommes, et c'est dire beaucoup,
se souvenait un Inde. Jawaharlal Nehru était un veuf solitaire, dont la seule passion avait été l'indépendance de son pays, jusqu'à ce qu'il rencontre Edwina. Ils forgèrent une connexion magnétique, et peut-être pour la première fois, elle tomba véritablement amoureuse. Elle prit grand soin de garder leur liaison extra-conjugale discrète, car le devoir de Nehru passait avant tout. À chaque occasion, Nehru visitait la résidence du vice-roi pour leur rencontre clandestine. Les après-midi, ils s'asseyaient côte à côte sur un banc isolé. Mountbatten les accompagnait souvent, sa présence détournant l'attention de leur liaison. Lorsqu'un devoir les séparait, Edwina écrivait à Nehru « J'ai détesté que tu partes ce matin. Tu m'as laissé un sentiment de paix et de bonheur. Peut-être ai-je fait de même pour toi. » Lord Mountbatten et Nehru partageaient plus qu'une simple relation avec Edwina. Tous deux étaient sous une pression monumentale pour transférer le pouvoir à un pays déchiré par des tensions virulentes entre musulmans, hindous et sikhs. En 10 mois vertigineux, ils orchestrèrent la partition de l'Inde et la naissance du Pakistan, une tâche initialement prévue pour durer 3 ans. Mountbatten choisit de retarder l'annonce des frontières jusqu'après l'indépendance, ce qui entraîna un chaos. Les Britanniques n'étaient de plus aux commandes lorsque les frontières furent soudainement révélées, provoquant une panique généralisée. Pourtant, le jour de l'annonce, l'élite britannique célébra avec faste. Par une nuit douce, Lord et Lady Mountbatten organisèrent une fête extravagante dans les jardins moghols de Delhi pour marquer l'événement. Des milliers de petites lanternes pendaient aux arbres, tandis que des princes indigènes et des officiers coloniaux britanniques déambulaient dans les jardins, buvant du champagne. Nehru était le premier ministre de l'Inde depuis moins de 24 heures. Le Pakistan n'avait pas encore un jour. Mais au-delà des portes closes où les diplomates se félicitaient mutuellement, le continent était en feu, déchiré par des émeutes et assez de sang pour faire déborder des rivières. Le vice-roi n'avait pas prévu que la partition entraînerait 1 million de morts, alors que le conflit engloutissait le continent. Le courage d'Edwina brilla intensément. Elle s'aventura célèbrement au cœur de la violence, alors que des tireurs d'élite tiraient encore pour récupérer des corps et les transporter à l'hôpital. Elle visita des colonies de lépreux, organisa des postes de soins infirmiers aux frontières et fit tout ce qu'elle pouvait pour aider les nécessiteux. Cependant, ses efforts humanitaires furent éclipsés par une tempête politique. Après l'assassinat de Gandhi, le premier ministre britannique vit une photographie émouvante de Lady Edwina pleurant et s'agenouillant lors de la crémation du Mahatma. Sir Winston Churchill, qui nourrissait un profond mépris pour Gandhi, fut furieux qu'elle ait passé de l'autre côté de la barrière politique et exigea le retour immédiat des Mountbatten en Angleterre. Après leur séparation forcée, Edwina et Nehru maintinrent une connexion profonde. Chaque année, elle visitait l'Inde au début de l'année et lui se rendait en Grande-Bretagne à l'automne. Nehru lui envoyait des cadeaux de chaque pays qu'il visitait, y compris un livre de photographies érotiques. Edwina poursuivit ses efforts humanitaires, mais passa ses dernières années émotionnellement à la dérive, tourmentée par la séparation forcée de l'homme qu'elle aimait. Elle trouva un certain réconfort dans son travail humanitaire, mais sa santé commença lentement à décliner. Le 21 février 1960, alors qu'elle était en tournée pour l'ambulance de Saint-Jean à Bornéo, Edwina tomba soudainement malade et se coucha, se sentant faible. Elle était censée s'envoler pour Singapour le lendemain matin, mais ses domestiques la trouvèrent sans vie, entourée des lettres d'amour qu'elle avait reçues de Nehru. Elle n'avait que 58 ans. La marine royale honora le décès d'Edwina par un enterrement en mer dans la Manche. Son amant affligé envoya un bateau depuis l'Inde, et Mountbatten leur permit de jeter une seule couronne de soucis sur sa tombe aquatique, simultanément avec la sienne.
La vie de Mountbatten, marquée par l'amour et la perte, prit fin tragiquement en 1979, lorsqu'une bombe de l'IRA fut placée sur son bateau de pêche. La vie d'Edwina Mountbatten, un riche tapis de scandales et de sacrifices, de passion et de buts, trouva sa conclusion émouvante à l'âge de 58 ans. Des salons opulents de Mayfair à la turbulence de l'Inde partitionnée. Son voyage fut une quête incessante d'amour, de sens et de rédemption. Au milieu des fêtes éclatantes de la société, des relations secrètes et de ses efforts humanitaires courageux, elle resta une énigme complexe. Ses derniers moments, passés en mission à Bornéo, la trouvèrent entourée des lettres d'amour de Nehru, un témoignage d'un amour qui défia les continents et les conventions. Alors que la marine royale l'honorait par un enterrement en mer et qu'une seule couronne de soucis glissait dans la Manche, elle symbolisait la beauté éphémère d'une vie vécue selon ses propres termes. Son héritage brille dans les annales de l'histoire. Une femme qui osa défier les attentes, cherchant toujours quelque chose qui était juste hors de sa portée. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Lady Edwina. Veuillez me faire part de vos opinions dans les commentaires et me dire qui vous aimeriez que nous couvrions. Votre soutien aide vraiment à faire fonctionner la chaîne. Alors, s'il vous plaît, mettez un pouce en l'air, partagez et abonnez-vous. Et comme toujours, merci de regarder.